Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La jeunesse de Picsou. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer à explorer les aventures palpitantes de Balthazar Picsou, le canard le plus riche du monde. Mais avant cela, faisons un petit retour en arrière pour nous remémorer les moments forts de l'épisode précédent. Si vous souhaitez lire les aventures de la jeunesse de Picsou, vous pouvez vous procurer les livres aux éditions Glénat en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rien manquer de ces aventures passionnantes. Dans l'épisode précédent, après son arrivée en Amérique avec ses sœurs Hortense et Mathilda, Picsou se lance dans la construction de son empire financier. Leur premier arrêt est la colline Kilmotor, où il rencontre grand-mère Donald et sa famille. Prenant possession de son terrain, Picsou déloge les Castors Jr. et commence à entreposer ses précieux tonneaux remplis de pièces d'or. Cependant, leur tranquillité est de courte durée. Les Raptous attaquent, suivis de près par l'armée des États-Unis. Grâce à la solidité du fort et à l'intervention héroïque d'Hortense, Picsou réussit à mettre l'armée en déroute. C'est alors qu'il se prépare à affronter le commandant de l'armée, qui n'est autre que le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Lorsque Picsou et Roosevelt, qui s'étaient rencontrés dans le Dakota en 1882, réalisent qui ils ont en face d'eux, ils prennent un moment pour se remémorer leurs aventures respectives depuis leur dernière rencontre. Finalement, Picsou parvient à construire son célèbre coffre-fort, tandis que les premiers habitants commencent à s'installer au pied de celui-ci, jetant ainsi les bases de la future ville de Donaldville. Balthazar Picsou, le canard le plus riche du monde. Épisode 10. Nous sommes en 1909 et nous retrouvons Mathilda et Hortense McPicsou en pleine activité, déchargeant une imposante caisse estampillée « Matériel de bureau ». Mais à leur grande surprise, ce n'est pas du mobilier qu'elles découvrent, mais un canon d'où émerge leur frère, Balthazar Picsou. Avec son style inimitable, il explique qu'il y avait de la place dans la caisse, pour lui. Curieuse et quelque peu amusée, ses sœurs lui demandent s'il est enfin de retour pour de bon. Picsou leur répond non sans une pointe de détachement, qu'il est seulement là pour vérifier comment elle gère ses affaires. En parcourant ses possessions, il découvre avec une grande fierté qu'il a surpassé la fortune de William Randolph Hearst et qu'il est désormais le 74e homme le plus riche du monde. Alors que l'excitation monte, une de ses sœurs lui suggère qu'il pourrait laisser ses employés voyager à sa place. Cette remarque ne passe pas inaperçue. Picsou, piqué au vif, rétorque vivement qu'il est irremplaçable, personne ne pouvant faire ce qu'il fait. Hortense, jamais en reste pour taquiner son frère, se moque gentiment de lui, soulignant sa vanité avec un sourire malicieux. Balthazar leur rétorque avec assurance qu'il a été le seul capable de se mesurer aux gangsters les plus redoutables, comme ceux qu'il a affrontés dans le Nevada en 1908. Nous retrouvons Picsou à Oropolis en train de répondre à un homme qui lui dit avec assurance « C'est moi qui encaisse ». Convaincu que cet homme essaie de lui soutirer un pourboire, Picsou le toise avec dédain. Cependant, l'homme en question n'est autre que Mac Viper Jr., déterminé à récupérer les actions que Picsou avait achetées quelques années auparavant. Avec un air de défi, Balthazar rétorque qu'il a connu le père de Mac Viper, un homme qui ne faisait pas le poids face à lui. Sans hésiter, il écrase une chaise sur Mac Viper en proclamant que celui qui le fera fuir n'est pas encore né. La situation dégénère rapidement lorsque l'un des complices de Mac Viper tire sur le chapeau de Picsou. Katie Mallard, témoin de la scène, déclare qu'elle ajoutera les dégâts à la note de Picsou, soulignant l'intensité du moment. Dans un élan de stratégie, Picsou se précipite jusqu'au hangar à bouteilles, dissimulant précieusement ses actions dans l'une des bouteilles. Alors qu'il se remet de ses émotions, il découvre avec stupéfaction que son chapeau a été troué par la balle. La colère monte en lui comme un feu ardent, et sa rage est si palpable que la bande de Mac Viper s'enfuit en courant, terrifiée par sa détermination. Mathilda, avec un soupçon de reproche, fait remarquer qu'elle n'a jamais reçu les fameuses actions. Picsou, un peu embarrassé, répond qu'il était occupé à l'exposition universelle de Saint-Louis, où il s'efforçait de vendre des enregistrements de la chanson populaire « The Baggage Coach Ahead ». Tandis qu'il se remémore cette période, il s'aperçoit soudain qu'une femme se tient devant le bureau. Il apprend que cette femme, Miss Frapp, est sa nouvelle secrétaire, et que ses sœurs ont pris l'initiative d'engager toute une équipe sans le consulter.
La surprise et le choc de cette révélation sont tels que Balthazar s'évanouit sur le coup. Hortense, toujours prompte à réagir, l'asperge de café pour le réveiller. En se redressant, encore groggy, il entend Hortense expliquer que elle et Mathilda désiraient voir le monde et avaient pris les choses en main en son absence. Balthazar, quelque peu résigné mais reconnaissant de l'initiative de ses sœurs, décide alors de confier ses finances à Rodolphe, un allié de confiance. Cette décision marque une étape importante dans la gestion de son empire financier en plein essor. Alors qu'il réfléchit à ces événements, Balthazar se rend compte que malgré ses talents indéniables en affaires, il doit aussi s'appuyer sur sa famille et ses proches pour atteindre ses objectifs. Sa détermination reste intacte, mais il sait maintenant qu'il n'est pas seul dans cette aventure. Mathilda et Hortense, avec leur esprit aventureux et leur pragmatisme, apportent une dynamique nouvelle et essentielle à la gestion de sa fortune. Ce moment de transition, bien que perturbant pour Picsou, ouvre la voie à une collaboration plus étroite avec ses sœurs et à une gestion plus efficace de ses affaires. Un mois plus tard, nous retrouvons tout le clan Picsou à bord d'un canot, naviguant vers l'Afrique. Ils voguent paisiblement sur la rivière Mumbo Jumbo, entourés par la dense végétation et la faune exotique. L'atmosphère est chargée d'excitation et d'anticipation, chacun étant conscient que de grandes aventures les attendent. Au cours de leur périple, Balthazar réussit un exploit remarquable. Il acquiert la mine de diamants appelée Étoile du Monde. Cet endroit, réputé pour ses précieuses gemmes, devient un ajout précieux à sa fortune grandissante. Pour conclure l'affaire avec le chef Booger Boubou, Picsou fait preuve de ruse et de diplomatie. Il remet au chef une pièce de 25 cents, expliquant avec un sourire que le portrait gravé sur la pièce représente le chef de son village. Cette habile manipulation convainc le chef Booger Boubou et l'accord est scellé. Après cette acquisition, leur voyage les conduit à Caoutchouc, une région entourée de mystères et de légendes. Picsou, toujours à la recherche de nouvelles opportunités, est conscient que cette terre est sacrée pour une tribu vaudou locale. Malgré les avertissements et les superstitions entourant cet endroit, le clan Picsou avance avec courage et détermination. Entre-temps, les sœurs de Picsou, Mathilda et Hortense, sont consternées par la manière impétueuse avec laquelle leur frère mène ses affaires. Exaspérés par leurs remarques, Balthazar leur rétorque qu'il veut emprunter des raccourcis pour parvenir plus rapidement à ses fins. Perdant patience, il se tourne vers les habitants du village et leur ordonne d'ouvrir la porte. En guise de réponse, il reçoit une pastèque en pleine tête. Cette provocation fait exploser la colère de Balthazar. C'est alors qu'une trappe s'ouvre soudainement sous ses pieds, le faisant chuter dans une pièce obscure. Il se retrouve face à face avec le sorcier Oulalala, un personnage mystique. Le sorcier lui reproche son manque de respect envers les traditions et les ancêtres de la tribu. Picsou, furieux et déterminé, réplique avec défiance qu'il va leur montrer ce qu'il entend par « respect ». Quelques secondes plus tard, Balthazar est expulsé du village dans un état pitoyable. Il porte une peau de cochon, une corde nouée autour de son cou en forme de nœud papillon, et des os sont enroulés autour de ses favoris. Humilié mais déterminé, il s'en va, ses yeux brûlants de colère et de vengeance. Mais il ne tarde pas à revenir, cette fois accompagné d'une vingtaine de brutes, chacune plus redoutable que la précédente. Mathilda, voyant son frère revenir avec cette troupe, le regarde avec des yeux emplis d'inquiétude et d'incrédulité. « Tu es devenu fou, Balthazar !» s'exclame-t-elle, tentant de le ramener à la raison. Mais Picsou, aveuglé par son désir de revanche, lui répond sèchement de s'en aller. Ses sœurs, déconcertées et impuissantes face à la rage de leur frère, s'éloignent pour discuter de la situation, leur cœur lourd d'inquiétude. Pendant ce temps, les brutes, sous la direction de Picsou, commencent leur assaut sur le village. Avec une violence implacable, ils saccagent chaque case, détruisant tout sur leur passage. Les habitants, paniqués, fuient en désordre, leurs cris de terreur résonnant dans l'air. Le village étant en feu, les hommes de Picsou lui disent qu'ils ont attrapé le sorcier Oulalala et l'ont ligoté à un arbre. Balthazar, décidé à tenter une nouvelle approche, enfile la tenue d'un officier, lisse soigneusement ses favoris et se prépare à tromper Oulalala. Se dirigeant vers l'arbre où le sorcier est attaché, il utilise son déguisement et son assurance pour se rapprocher sans éveiller les soupçons. Une fois arrivé,
Il libère Oulalala de ses liens. Avec un sourire calculateur, Balthazar commence à embobiner le sorcier. Il lui explique avec une fausse sincérité que le chef du village doit absolument lui vendre ses terres. Oulalala, pris au dépourvu et influencé par le déguisement et les paroles persuasives de Balthazar, finit par signer la vente. Cependant, une fois l'accord conclu et les documents signés, Oulalala réalise l'escroquerie. Son visage se durcit alors qu'il comprend qu'il vient de céder les terres de son village sous de fausses promesses. Fixant Balthazar avec une intensité glaciale, il déclare « Si tu mets le pied sur la terre de mes ancêtres, gare à toi ». Malgré la menace, Balthazar reste impassible en apparence, concentré sur son objectif de bâtir son empire. Dans la pénombre du campement, Balthazar s'engouffre dans sa tente. À l'intérieur, il découvre une lettre soigneusement posée, écrite de la main de ses sœurs qui lui font part de leur départ imminent pour Donaldville. Le regard fixé sur le papier, il laisse ses pensées vagabonder, scrutant les mots tracés avec une attention soutenue. À mesure qu'il parcourt les lignes, une lueur de lucidité émerge dans son esprit. Les mots de ses sœurs résonnent dans sa tête, évoquant les événements récents et suscitant en lui une profonde introspection. Un sentiment de responsabilité s'empare de lui alors qu'il prend pleinement conscience de ses actions passées. Profondément plongé dans ses réflexions, Balthazar réalise soudain l'ampleur de ses erreurs. Une décision émerge de ce moment de clarté. Il doit retrouver ses sœurs et faire amende honorable. Les mots de la lettre résonnent comme un appel à l'action, le poussant à réparer les torts qu'il a causés. Déterminé à corriger ses fautes, Balthazar se lève, une résolution nouvelle illuminant son regard. Il sait ce qu'il doit faire. Sans plus tarder, il se met en quête de ses sœurs, prêt à faire face aux conséquences de ses actes et à rendre à Oulalala les terres qui lui ont été injustement prises. Alors qu'il émerge de sa tente, Balthazar se retrouve nez à nez avec le sinistre zombie Bombi, dont la main tendue offre une étrange poupée vaudou. Subitement, une transformation s'opère. Picsou retrouve son apparence habituelle sous les yeux perplexes du zombie. Ce dernier, décontenancé par cette métamorphose inattendue, s'éloigne sans reconnaître le milliardaire, laissant ce dernier perplexe face à cette étrange rencontre. Le lendemain matin, alors qu'il se retrouve dans l'impasse de ne pouvoir localiser le sorcier, Picsou prend la décision de partir à la recherche de ses sœurs. Toutefois, il constate avec déception qu'elles ont déjà pris la direction de la côte, et le prochain train à destination de cette région ne partira que dans une semaine. Face à ce dilemme, il décide de patienter en attendant le prochain départ de train. Pendant cette attente, il saisit l'opportunité de prendre un billet pour le prochain train en partance vers Istanbul. Ce choix stratégique lui offre la perspective de développer ses activités commerciales en Europe, voyant ainsi une occasion de saisir de nouvelles opportunités et de faire prospérer ses affaires dans des contrées lointaines. Il prend son temps à commercer, proposant des tondeuses au Sahara, du sel en Égypte et des parapluies à Aden. Alors qu'il se trouve aux Zuiderzee, aux Pays-Bas, occupé à vendre du vent aux constructeurs de moulins à vent, une nouvelle fascinante vient à sa connaissance. Picsou se trouve dans l'Arctique après une rencontre avec Robert Peary. Plein d'ambition, il souhaite se joindre à l'expédition de Peary vers le pôle Nord avec une idée audacieuse en tête: acheter le pôle Nord lui-même et monnayer l'utilisation des boussoles ainsi que l'envoi de lettres au Père Noël. Cependant, Peary décline son offre. Déçu mais déterminé, Picsou entame le voyage de retour. Mais alors qu'il avance, il entre en collision avec quelque chose. C'est Bombi le zombie, surgissant de l'ombre. Pris de peur, Balthazar s'enfuit, poursuivi par Bombi, jusqu'à ce que ce dernier chute dans une crevasse profonde. Picsou reçoit alors un télégramme qui l'oblige à partir en hâte pour rencontrer le tsar Nicolas II. Dans sa précipitation, il traverse même le pôle sans se rendre compte de sa traversée. Quelques mois plus tard, en 1910, nous le retrouvons à Saint-Pétersbourg, en train d'acquérir ses célèbres hauts de forme et cannes. En marge de ses transactions habituelles, il fait un détour par des écuries pour vendre quelques concertinas. Toujours avide d'opportunités commerciales, Balthazar se laisse tenter par plusieurs œufs de Fabergé avant de se lancer dans une quête passionnante pour dénicher le mythique rubis à rayures.
2 ans plus tard, il réussit à acquérir ce rubis tant convoité et embarque à bord du Titanic pour rejoindre Donaldville. Nous le retrouvons le 14 avril 1912, alors que le milliardaire Astor tente de négocier avec lui. Mais une chute malheureuse le propulse par-dessus bord lorsque le navire heurte un iceberg. Perdu dans les eaux glacées, Picsou distingue une silhouette sur un iceberg et saisit la main qui lui est tendue pour découvrir qu'il s'agit une fois de plus de Bombi le zombie. Prêt à se battre, il réalise trop tard que le Titanic est en train de sombrer. Heureusement, il est rapidement secouru par un membre de l'orchestre du navire. Alors que le Titanic disparaît sous les flots, Picsou se débarrasse temporairement de Bombi qui coule avec le navire. Contemplant l'océan, il médite alors sur les nombreux navires engloutis par les eaux tumultueuses et les trésors qu'ils regorgent. Au cours de l'année 1913, Balthazar Picsou se lance dans une nouvelle aventure en devenant chercheur d'épaves dans les eaux envoûtantes des Caraïbes. Armé de courage et de détermination, il explore les profondeurs marines, plongeant dans les mystères des naufrages pour retrouver des trésors engloutis depuis des siècles. Plus tard, alors qu'il se trouve en Guyane britannique, une terre aussi belle que dangereuse, Picsou décide de diversifier ses activités en se lançant dans la plantation d'Évéas, des arbres à caoutchouc. Mais son entreprise n'est pas sans défi, car il doit affronter des crocodiles géants, des prédateurs redoutables mesurant jusqu'à 12 mètres de long, qui revendiquent le territoire au même titre que lui. C'est au cœur de cette jungle impitoyable que le destin semble lui réserver une surprise inattendue. Alors qu'il arpente les terres hostiles de la Guyane britannique, Picsou découvre par un heureux hasard Eldorado, l'homme d'or, le gardien de la forêt. Notre canard, atteint par la fièvre de l'or, lui court après, mais Eldorado prend la fuite. Plus tard, Balthazar Picsou fait escale en Asie, où il organise l'envoi de wagons remplis d'argent liquide à destination de Donaldville. Cependant, lors d'une étape près de Bagdad, des bandits sans scrupules s'attaquent au train, décidant de détourner sa trajectoire. Dans un élan de violence, il pousse le riche canard au bord du précipice, le plongeant dans une situation périlleuse. C'est alors que, dans un moment de survie épique, Balthazar découvre une nouvelle passion qui marquera son histoire, le bain d'argent. Dans le désert de Gobi, un mystérieux marchand fait une proposition intrigante à un groupe de pillards. Il les conduira vers l'or de Picsou s'ils acceptent de l'aider à transporter des litchis jusqu'à Pékin. Les bandits, attirés par la promesse de richesse, acceptent de le guider et de le protéger. Une fois arrivés à Pékin, les pillards sont capturés, révélant la véritable identité du marchand. C'était en fait Balthazar Picsou, et son or était astucieusement dissimulé sous les litchis. Après cette aventure, Picsou se dirige vers le Pacifique, où il se consacre à dresser des cormorans pour pêcher des perles. En 1920, nous retrouvons Picsou à Ripantaro, une petite île exotique où il tente de négocier avec le chef local, Plaindo Coco, pour acheter ses précieuses noix de coco. Les discussions sont tendues et le chef refuse obstinément de vendre ses noix de coco, mais propose à Picsou une alternative inattendue, l'achat de ses éponges. Curieux mais méfiant, Balthazar inspecte les éponges et son regard tombe sur ce qu'il pense être une éponge blanche particulièrement intéressante. Il découvre avec horreur qu'il ne s'agit pas d'une éponge, mais de la chevelure blanchie de Bombi le zombie, son ennemi de longue date. Terrifié et exaspéré par la persistance du zombie, Picsou cherche une solution rapide. Le chef Plaindo Coco, observant la situation, offre à Picsou une proposition alléchante. Un dézombage complet, en échange du précieux rubis rayé que Picsou a acquis au fil de ses aventures. Pris entre le désir de se débarrasser une fois pour toutes de Bombi et la valeur sentimentale et monétaire du rubis, Picsou hésite. Cependant, la perspective de mettre fin à cette menace constante l'emporte, et il accepte l'offre du chef. Le rituel de dézombage est impressionnant et mystérieux. À la fin de la cérémonie,
Bombi le zombie est enfin neutralisé et Picsou se sent libéré d'un lourd fardeau. Pour la première fois depuis des années, il peut respirer facilement, sachant que Bombi ne le poursuivra plus. Le milliardaire continue de parcourir le monde pendant encore une décennie. En 1929, il arrive à Wall Street juste après le krach boursier et profite des actions bradées pour faire des achats massifs à des prix dérisoires. Innovant dans ses méthodes, il confie la livraison de ses transactions à ses cormorans, ce qui lui vaut bientôt le surnom de « l'oiseleur de Wall Street ». Ces oiseaux fidèles deviennent emblématiques de sa capacité à tourner les situations à son avantage, même dans les moments les plus sombres de l'économie. Après 27 ans d'absence, Picsou retourne enfin chez lui. Toute la ville se rassemble pour l'accueillir chaleureusement. Pendant son absence, la ville s'est transformée en une métropole prospère. Cependant, Picsou ne montre aucun intérêt pour cet accueil enthousiaste. Il écrase impitoyablement le chapeau du maire et brise la clé de la ville, démontrant son indifférence pour les cérémonies et les honneurs qui lui sont offerts. Il rentre au coffre, attendu par une foule de démarcheurs. Enfant, il aurait été touché par leurs appels à l'aide, mais désormais, il est devenu quelqu'un de bien différent. Il est accueilli par une fête soigneusement préparée par ses employés et ses sœurs, qui avaient espéré marquer ce moment de retrouvailles. Les sœurs, ayant préféré oublier leur passé tumultueux, sont impatientes de lui présenter les nouvelles générations de la famille. Hortense, avec une pointe de fierté, lui présente ses enfants, Della et Donald. Toutefois, à leur grande déception, Picsou ignore la fête et se retire froidement dans son bureau. Hortense, indignée par son attitude, le suit et lui demande avec colère comment il ose les traiter ainsi après tant d'années d'absence. Picsou, imperturbable, rétorque que ses sœurs sont ingrates et ne reconnaissent pas ses sacrifices. Cette accusation enflamme davantage la colère d'Hortense, qui le trouve devenu insensible et distant. Déçues et blessées, les sœurs quittent la pièce, emmenant avec elles Rodolphe et Della. Hortense, dans un dernier élan de colère, le menace de ne plus jamais vouloir le revoir. Balthazar, avec une froide détermination, lui lance « Vous me reverrez s'il me manque un centime. » Seul Donald, le fils d'Hortense, reste avec Balthazar. Picsou lui demande l'inventaire, mais à la surprise générale, son neveu lui botte les fesses avant de s'enfuir en courant. Picsou, furieux et blessé dans son orgueil, déclare qu'il n'a besoin de personne. Pourtant, alors qu'il prononce ces mots, des souvenirs de son enfance en Écosse lui reviennent à l'esprit. Pris d'une soudaine impulsion, il se lève précipitamment, mais est interrompu par la vue d'un tableau avec l'inscription « Surprise ». Intrigué, il ouvre la lettre attachée au tableau et découvre, avec un mélange de choc et de fierté, qu'il est désormais le canard le plus riche du monde. Emporté par l'euphorie de cette révélation, il oublie complètement ses sœurs et, dans un accès d'enthousiasme, décide de renvoyer tous ses employés, affirmant qu'il peut désormais tout gérer seul. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode des incroyables aventures de Balthazar Picsou. Nous avons suivi son retour triomphal à Donaldville, ses affrontements familiaux et sa découverte bouleversante de son nouveau statut de canard le plus riche du monde. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode palpitant, rempli de nouvelles péripéties et de découvertes surprenantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.